mais qui ont toute leur importance, c'est le poids de l'artériopathie des membres inférieurs. Plus de 200 millions touchés dans le monde. Et une augmentation qui est importante, surtout dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, c'est-à-dire c'est le cas du Maroc. Alors j'ai cherché s'il y avait des statistiques marocaines. Il n'y a pas réellement de statistiques marocaines sur l'artériopathie des membres inférieurs. En France, on donne ce chiffre d'1 million de patients. C'est un chiffre que je vois traîner depuis 20 ans et pour lequel il n'y a aucun substratum. On dit qu'il y a 1 million. On dit que dans ce million, 2 tiers sont asymptomatiques. On n'en sait rien. On dit certains disent qu'il y a 2 fois plus de patients qui ont une artériopathie des membres inférieurs. Et il y a un travail ici de la Caisse de maladie qui a montré qu'on dépensait près de 2 millions d'euros chaque année pour les artériopathies des membres inférieurs. Là, c'est fermé. Ils n'arrivent pas à ouvrir. Et l'effectif qui a été répertorié, mais ça, ce sont des patients qui sont répertoriés à l'hôpital, qui rentrent à l'hôpital avec l'étiquette artériopathie des membres inférieurs. Bonjour. Ah, magnifique. Super. Pourquoi c'est intéressant ? Vous connaissez tous les dernières recommandations sur la prise en charge du risque qui ont été publiées par l'ESC en 2021. Et on considère que les patients qui ont une artériopathie des membres inférieurs sont des patients qui sont d'emblée considérés comme étant à très haut risque cardiovasculaire. Avec ce que ça implique. Qu'est-ce que ça implique ? Comment ? Est-ce qu'il y a un facteur de risque en particulier qui mérite notre attention ? Tabagisme, évidemment. Ouais. Et en termes de cible thérapeutique, à combien ? Non. Ah oui, parce qu'on est automatiquement chez des patients à très haut risque. Donc, c'est moins de 0,55. Et ça, c'est pas assez connu parce que même si on sait que c'est du très haut risque, la plupart des gens ne sont pas à la cible et on s'intéresse à ça. Ce qui est particulièrement intéressant, mais pas pris en charge, c'est que en fait, on se rend compte que l'artériopathie, le risque de mortalité de l'artériopathie des membres inférieurs s'intègre en plein milieu de maladies que l'on considère souvent comme étant beaucoup plus sévères. Or il y a un risque de mortalité important, et la mortalité est surtout liée non pas à l'artériopathie des membres inférieurs, mais bien évidemment, on le voit au cœur, aux AVC et à ce qui est autres maladies vasculaires. Or, ce qu'on regarde, c'est qu'en fait, 2 tiers des patients, grosso modo, qui ont une artériopathie des membres inférieurs ont une autre localisation artérielle, en particulier coronaire. Or, globalement, eh bien, tout ça est un constat d'échec, puisque les patients ne sont pas dépistés, les patients ne claudiquent pas. Ils ne claudiquent pas, pourquoi ? Parce qu'ils ne marchent pas, et puis parce qu'on leur dit qu'ils ont une sciatique ou qu'ils ont un lumbago. Alors moi, j'ai un lumbago depuis hier. Je peux vous dire que ça fait ressembler un petit peu à l'artériopathie des membres inférieurs. Le dépistage. Est-ce que vous dépistez dans votre pratique l'artériopathie des membres inférieurs ? Alors, le dépistage, c'est soit l'interrogatoire, évidemment, soit l'examen clinique, mais avec là aussi une sensibilité très limitée, soit l'index de pression systolique. Alors, est-ce que vous le recherchez ? Est-ce que vous le mesurez, l'index de pression systolique ? En pratique, non. Non plus. Jamais ou
pas souvent. D'accord. Alors, je vais être tout à fait franc. Moi, je ne le fais pas systématiquement non plus. Mais vous ne le répéterez pas, ça. Moi, je le fais quand j'ai une sténose, quand j'ai déjà fait l'examen, j'ai une sténose sur laquelle j'ai un peu de pas. Oui. Ça m'aide un petit peu, surtout à l'époque, pour voir s'il y a un complètement... Ça peut être quelque chose qui se fait, mais en fait, c'est surtout un examen de dépistage, parce que quand on va faire l'écho Doppler, la sténose, on saura à peu près. Alors, pourquoi s'y intéresser pour nous, cardiologues, alors qu'on s'intéresse plutôt aux patients qui ont des maladies coronaires? Parce que l'existence d'une artériopathie des membres inférieurs aggrave de manière significative le pronostic du patient qui est coronarien. Chez les patients qui sont coronariens, toute cause, chez les patients qui ont fait un syndrome coronarien aigu, à chaque fois le pronostic est plus sévère. Et quand on a un patient qu'on fait opérer une revascularisation coronaire, s'il a une artériopathie des membres inférieurs, son pronostic sera très nettement plus mauvais. Et c'est ce qu'on voit ici dans une étude qui est quand même récente, que vous connaissez certainement, Pegasus, qui a testé le ticagrelor 90-60 au placebo. À chaque fois qu'il y a une artériopathie des membres inférieurs, il y a un pronostic qui est bien plus sévère. Et l'efficacité du ticagrelor est bien meilleure chez les patients qui ont une artériopathie des membres inférieurs ou qui n'en ont pas. Et puis, quand on regarde Fourier avec l'évolucumab, eh bien, dans Fourier, on voit que les patients qui ont une artériopathie des membres inférieurs bénéficient plus largement du traitement par évolucumab avec des réductions en valeur absolue d'événements qui sont bien plus importantes. Donc, clairement, il y a un intérêt pour les patients à tenir compte de cette artériopathie des membres inférieurs. Et puis, voilà, les patients, on le sait, qui ont une artériopathie des membres inférieurs, eh bien, sont à chaque fois, surtout, c'est curieux d'ailleurs, dès qu'un patient est plus gravement atteint, artériopathie des membres inférieurs ou autre chose d'ailleurs, il est moins bien pris en charge. C'est quand même curieux. Une des explications, c'est les conditions sociales des gens qui ont souvent, dans l'artériopathie des membres inférieurs en tous les cas, un niveau socio-économique qui est bien plus faible, et ce niveau socio-économique conditionne le fait qu'ils sont moins bien pris en charge. Donc, globalement, on l'ignore trop souvent, c'est un facteur de mauvais pronostic, et c'est souvent associé, je viens de vous le dire, à un profil socio-économique défavorisé, moins bien pris en charge, et puis nécessitant, quand il y en a une, des mesures de prise en charge préventive beaucoup plus importantes, avec ce qu'on disait tout à l'heure, un LDL cholestérol notamment inférieur à 0,55 grammes par litre. On avait fait une étude qui est l'étude, qui était une enquête en fait Da Vinci en Europe, et où on voyait que les patients qui rentraient dans Da Vinci avec une artériopathie des membres inférieurs étaient moins souvent à la cible que les patients qui étaient coronariens, par exemple. On va passer à la pratique, et simplement avant, et puis on va faire un examen si vous voulez bien, mais il faudra enlever le pantalon. Moi, je voudrais vous montrer, j'aimerais bien vous montrer en 2 secondes, ça va vite, comment on fait un examen. Non, si ça l'embête, on ne fait pas. Un petit peu, ça l'embête. Allez, donc on va le faire là-dessus. Non, ne vous embêtez pas, c'est bien. C'était pas prévu de toute façon, donc allez, c'est bien. Moi, c'est pour vous, hein. Moi, je sais comment on fait. En fait, ce que je vais vous montrer très rapidement, vous aurez les cas cliniques, hein, n'ayez pas peur. Ce que je voulais vous montrer, en fait,
c'est que c'est un examen quand on dit l'artère, on fait un écho Doppler des membres inférieurs. Il y a beaucoup de gens qui mettent un petit coup sur la fémorale, un petit coup sur la poplitée, un petit coup sur la tibiale, qui serre la main au patient, qui lui donne la feuille de maladie, et c'est fini. C'est un examen qui commence en fait au niveau de l'aorte abdominale, qui se continue sur toute l'aorte, sur la bifurcation sans l'ouvrage iliaque, qui se poursuit sur l'ensemble du trajet de la fémorale superficielle, sur l'artère poplitée et sur les artères jambières. Et qu'on se rend compte souvent qu'en faisant, comme beaucoup font, un petit coup sur la poplitée, on a un flux qui ressemble plus ou moins à un flux triphasique, on dit allez c'est bon, il n'y a rien. Et en fait souvent, il y a des lésions qui se situent ici, au canal de Hunter. Et le canal de Hunter, il n'est pas si facile que ça à explorer. Donc, si vous voulez bien, on va faire ça rapido, et puis après on passera. Habituellement, je commence toujours du côté gauche à cause de ma femme. Parce que je travaille avec une blouse. Quand je commence du côté droit, je commence du côté gauche, je mets plein de gel sur la manche. Alors, elle est pas comme ça. On va faire comme ça. Je vais commencer au niveau fémoral. C'est une question d'habitude. Je ne commence pas par la haute, effectivement. Parce que. Alors, je vous explique. Pour que vous compreniez. Mais c'est un peu comment on pourrait commencer par la haute. Dans le cycle des examens que je fais habituellement, je fais les carotides et les membres inférieurs. Donc, j'utilise la sonde linéaire pour les carotides. Je change aussi souvent de sonde, mais ça c'est avec l'autre machine. Et une fois que j'ai fini les carotides, je passe aux membres inférieurs. Et à ce moment-là, je continue et je finis par là-haut. En sachant quand même que l'écho Doppler des membres inférieurs peut être, et on verra dans les cas cliniques, peut être indicateur de ce qui se passe au alors, est-ce qu'on peut la lumière là ça va être bien. Vous pouvez appliquer le champ convexe pour élargir un petit peu la vue. Comment? La convexe. Non, non, pas la sonde. Vue convexe. Il y a une vue convexe. Oui, pour élargir le champ. Ah, voilà. Ici, on a la coupe transverse et on commence systématiquement par la coupe transverse. Et puis, on va descendre. Regardez, là, je suis sur la fémorale. Désolée, professeur Conato. Ah, il faut que je ça. Je suis sur la fémorale commune, vous voyez, et je descends un tout petit peu, et vous voyez ici la bifurcation. Le fait de voir cette bifurcation comme ça m'indique que si je veux la voir en grand axe, en un seul plan, eh ben, il va falloir que j'oriente ma sonde en longitudinale de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord? L'intérieur étant par là-bas.
J'arrive pas à tenir la sonde, le micro et le pointeur en même temps. Tenez-moi le micro. Alors, si vous me tenez le micro. J'avais un pointeur dans la main, regardez. Tenez-moi le pointeur. Ça, c'est magnifique. Voilà. Et je descends. Et j'ai toujours l'artère fémorale superficielle, l'artère fémorale profonde, la veine fémorale. Si vous recherchez une phlébite, c'est comme ça. Il ne faut pas faire autrement. D'accord ? Et ça, c'est à la portée du cardiologue. C'est même... Il y a une suspicion d'embolie pulmonaire, il y a un truc comme ça. On fait ça et il y en a pour quelques minutes. Allez, et puis on descend. Et on descend. Il a fallu d'ailleurs bien le barbouiller. Regardez, il y a toujours une petite veine ici, une plus grosse, il y en a deux. Je descends. Vous voyez, on arrive à le faire même sans regarder la jambe ni regarder la sonde. Et on arrive tout doucement. Je vais le refaire ensuite en couleur et en grand axe. Voilà. Là, vous mettez la couleur, s'il vous plaît. Si vous pouvez orienter un peu en fuite. Non, de l'autre côté, ouais. Regardez, j'ai simplement mis ma sonde de l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, si vous pouvez m'augmenter un tout petit peu la persistance et augmenter la PRF un petit peu, on sera mieux. Un peu de persistance. Voilà. Et vous voyez, on poursuit. Je dirais qu'on le fait les yeux fermés, mais là, je ne regarde même pas la sonde. On peut suivre comme ça. Avec une collatérale. Là, je suis juste à l'entrée du canal de Hunter. Je vais mettre un peu de crème. Et là, je suis dans le canal de Hunter. Si vous voyez, ma sonde est positionnée vraiment juste au-dessus du condyle fémoral. Et je descends. Et il est réellement indispensable de suivre ici parce que la plupart des sténoses, enfin la plupart, souvent les sténoses sont là. Une fois qu'on a fait ça, on plie un tout petit peu le genou. Et on se retrouve ici avec le condyle fémoral, le plateau tibial et l'artère poplitée. Ce qui fait qu'on a tout de suite, si on doit s'adresser à un chirurgien ou à un angioplasticien, la possibilité de dire que soit en sus, soit en inter, soit en sous-articulé. On va remettre un peu de couleur. Et on va faire un tir de clair, on va en faire un en haut, on le fera. Vous avez un petit facile habituel. Vous remettez de la couleur si vous voulez bien. Vous redressez le... On est ici sur la poplitée basse, sur la tibiale antérieure et sur le tronc tibio-péronien. Et là, je suis toujours en arrière, et ma sonde vient tout doucement se mettre vers l'avant. Vers l'avant. Je vais maintenant me mettre à la saillie des jumeaux.
Là, je suis sur le tronc tibio-péronnier. Ça, mais là, on suit jusqu'en bas. Maintenant, je bascule, je remets la jambe, le membre inférieur, je le remets à plat et je me positionne en avant et en dedans du tibia. Pour choper, ici, vous orientez de l'autre côté. Orientez de l'autre côté. Encore. Voilà. Et ici, je vais avoir le tronc tibio-péronnier. Non, pardon, la poplité, la tibiale antérieure, et ici le tronc tibio-péronnier que je prends par devant cette fois-ci. Et si je descends encore un peu, je vais avoir l'artère péronnière ici, que l'on voit ici, la tubulaire, si vous préférez, et je peux continuer à suivre le pas. Là, pour l'examen d'un membre inférieur. Alors, bien évidemment, on peut aller jusqu'en bas. Je vais vous passer les artères plantaires, c'est pas c'est là. C'est parfait. Quand on n'arrive pas à le trouver par en haut, il faut mettre la couleur. On peut se mettre juste derrière la cheville, et c'est magique, on tombe tout de suite dessus. Ok? Et on peut à ce moment-là reprendre la tibiale postérieure par en bas et rechercher, c'est parfois difficile. Ok, on a fait les membres inférieurs, vous voyez, ça va, c'est pas compliqué, il faut simplement avoir un petit peu l'habitude. Et on va compléter, si on y arrive, et on complète par l'aorte iliaque avec une sonde, si on peut, une sonde convexe. Ou alors avec la sonde d'échocardio, si on n'a pas la sonde convexe. On aura une moins bonne résolution, mais on peut avoir des informations. Alors, ce qu'on cherche, c'est l'aorte. Là, je suis pratiquement sous l'axe xiphoïde. J'ai ici le départ de la mésentérique supérieure. Là, j'ai la veine rénale gauche. Là, si on met de la couleur, je pense qu'on va tomber sur l'artère rénale droite. Elle est là. Là. Mettez-moi un tir Doppler ici, si vous voulez bien. Voilà. Une fois préparé, on fait ça rapidement. C'est bon, on peut prendre le Doppler. Là, l'artère rénale gauche. La droite est ici, la gauche. Et on descend. On arrive à la bifurcation iliaque. Une des manières de voir la bifurcation iliaque également, quand on peut, on se remet en grand axe. La bifurcation aortique, j'ai dit la bifurcation iliaque, excusez-moi. Et là, ici la bifurcation aortique avec l'aorte, l'iliaque primitive droite, l'iliaque primitive gauche en fuite. C'est une manière élégante de mettre en évidence les sténoses de la bifurcation aortique. D'accord? Et maintenant, je me mets plus bas. Je vais avoir l'iliaque primitive
iliaque externe, hypogastrique. D'accord. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors bien évidemment, on peut travailler un peu plus l'image, on peut régler la machine différemment, ce qu'on n'a pas fait, hein. J'ai pris la machine telle qu'elle est là. Voilà. Et eh ben, je suis sûr que c'est comme ça que vous faites les examens de faire des membres inférieurs, de manière systématique. Si ce n'est pas le cas, ben c'est comme ça qu'il faut essayer de le faire. Merci. Vous voulez voir autre chose? C'est bon? Ok. Allez. Ah, de là-haut. Si, on les a aussi, on les a pas à 100%, mais on a toujours une incidence ou une autre. Je vais vous montrer une autre. On me dit sur le côté. Les patients obèses, il ne faut pas les attaquer par devant. C'est très difficile. Il y a de la profondeur, les sondes ne vont pas de manière aussi profonde. Il vaut mieux, on essaye toujours parce que parfois les ultrasons pénètrent bien dans les tissus graisseux, mais sinon on passe par le côté, notamment pour les artères rénales. Mettez-vous complètement sur le côté. Alors, ce qui est vrai, c'est que moi je fais de l'écho depuis 3 ou 4 ans, avant j'ai 3 ou 4 ans d'expérience. Donc il faut se laisser un peu de temps pour que ça vienne. Mais on y arrive. Ça, c'est le foie. La veine cave inférieure. Alors, là, je suis avec la sonde d'échocardio. Hein. Alors là, il y a un gaz qui est devant. Mais regardez. La horte. Pour la bifurcation, c'est peut-être pas la meilleure. C'est peut-être pas la meilleure incidence, mais pour rechercher les anévrismes, ça rend bien service. Et pour voir l'origine des artères rénales, on l'a tout passé là. Là. Il faudrait régler la PRF, mais bon. Ok? Allez. C'est bon. Cette fois-ci, c'est bon. Ça demande tout ça un tout petit peu d'entraînement, mais il n'empêche que c'est un examen qui doit être complet, qu'on va pouvoir trouver des tas de choses qui sont intéressantes. On va se remettre sur l'ordinateur et on parlait de cas cliniques. Voilà. Alors ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous le retrouvez cette fois-ci avec mon appareil, mais ce sont strictement les mêmes incidences, les iliaques, le balayage. Merci beaucoup. Hein.
Merci à vous aussi, Madame Jean. Voilà. Et ça, ce sont les conditions dans lesquelles je fais l'examen en temps réel. Là, mais on a vu tout ça. Hein. Donc ça, c'est ce que j'avais fait chez moi. Ce qui est important aussi, c'est de quantifier les sténoses. Les valeurs absolues en termes de sténose n'ont que peu d'importance au niveau des membres inférieurs. Le rapport de vitesse. Pourquoi Parce qu'il peut y avoir des lésions sous-jacentes et des lésions sous-jacentes. Premier point. Deuxièmement, la quantification des sténoses n'a en soi, de manière isolée, pas d'importance. J'exagère un peu, mais je le fais exprès. Le seul territoire où la quantification de la sténose est importante, c'est les carotides. On sait qu'au-delà de 70%, il peut y avoir une indication, on en reparlera. Aux membres inférieurs, il n'y a pas plus de 70%, moins de 70%. Au niveau des coronaires, on va parler de FFR, mais on ne va pas parler, ah tiens, on a une sténose à 60%, là on opère. Donc, c'est le rapport de vitesse qui va être l'élément fondamental. Alors, les sténoses de plus de 50%, on dit que c'est plus de 200 cm, mais c'est surtout un rapport de vitesse entre 2 et 3. Le rapport de vitesse, c'est le rapport entre la vitesse au site de la sténose, jusqu'à la sortie, et en amont. S'il y a plusieurs sténoses étagées, c'est au-dessus de la lésion que l'on considère, pas au-dessus de la première lésion. On est d'accord? Et c'est comme ça qu'on peut avoir, alors on va dire que les sténoses dont le rapport est supérieur à 3,4, ce sont des sténoses précérées. Et pour imputer par exemple une douleur, une claudication intermittente à une sténose, ça peut être intéressant. Là ici, à titre d'exemple, une sténose de la fémorale superficielle, qui est une sténose courte, vous voyez, sténose toute courte, que l'on retrouve ici, on la repère en faisant le balayage que l'on a fait sur l'existence d'un aliasing, à la condition d'avoir réglé sa machine de manière correcte. Bien évidemment, si on a un patient qui est un peu stressé, qui est un peu tachycarde, eh bien, on montrera un petit peu la PRF. Et on se trompera. Et puis on a ici la vitesse au site de la sténose qui était de l'ordre de, vous voyez, 470 cm/s. Vous avez ici la vitesse en aval et ici la vitesse en amont avec un rapport à 3,6, autrement dit une sténose qui est serrée. Alors quand est-ce que, parce que c'est au fond c'est ça la question, quand est-ce qu'on revascularise et quand est-ce qu'il faut revasculariser les patients? On n'a pas de degré de sténose qui nous permettent de dire tiens, là, on va encore une fois, là on opère ou là on n'opère pas. On revascularise de jamais à aussitôt possible. Aussitôt possible, ben voilà. Hein. Dans la claudication intermittente, alors chez les patients asymptomatiques, ben, on ne revascularise pratiquement jamais, sauf, on le reverra après, mais il y a deux circonstances où on peut être amené à revasculariser. Pas forcément, non. Comment ça? On n'est pas sur les carotides, hein? Non. Il n'y a pas de compensation de la droite à la gauche. Ouais. Alors, non, ça n'implique pas. Non, on peut être amené à traiter le côté droit pour ne pas risquer qu'il se dégrade. D'accord, mais ce sera en général sur des artères symptomatiques. On parle de patients asymptomatiques et il y a deux circonstances.
il y a les sténoses serrées de la fémorale profonde, parce que c'est l'artère qui est essentielle au membre inférieur, et à moindre degré, mais de manière fréquente aussi, sur les sténoses importantes et serrées de la fémorale commune. Parce que là, on a le pronostic du membre inférieur qui est mis en cause. Sur les... C'est une sténose serrée supérieure à 70%. Même asymptomatique, c'est la seule exception. Par contre, les sténoses asymptomatiques des fémorales superficielles, par exemple, puisque c'est souvent ce qu'on voit le plus souvent, elles ne sont pas à dilater de manière ou à opérer de manière systématique, loin de là. Et d'ailleurs, si on regarde les recommandations, on va le voir, voilà. Et c'est ce que je vous marquais ici. Maintenant, dans les claudications intermittentes, ce sont des patients sélectionnés dans des circonstances sélectionnées qui doivent être revascularisés. Et on le verra tout à l'heure, mais ce sont les patients pour lesquels la claudication intermittente met en jeu leur confort de vie, leur activité professionnelle, leur activité physique, leur sédentarité ou l'absence de sédentarité. Ça, ce sont des patients qu'on peut être amenés à dilater. Et pas tout de suite la plupart du temps. S'il y a une ischémie critique, alors là, il faut revasculariser aussitôt que possible. Et devant une ischémie critique, mais on en verra là après, devant une ischémie critique ou des critères de sévérité de douleur au repos, il ne faut pas perdre de temps à dire ben voilà, monsieur, je vous donne un rendez-vous dans 2 mois pour faire un écho-doppler, et puis après, on verra 2 mois après, on fera l'angiographie, puis on vous revascularisera 2 mois encore plus tard. Là, c'est des traitements qui sont quasiment des urgences. Il faut revasculariser aussitôt que possible pour améliorer le pronostic du membre. Il ne faut pas oublier que l'artériopathie, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vous n'étiez pas tous là, l'artériopathie conditionne le pronostic du patient avant tout. Infarctus du myocarde, AVC. Le pronostic de membre, eh bien, il est imputé aux patients qui ont des problèmes d'ischémie critique. Et là, on est sur un pronostic qui est sévère, puisque vous savez que le taux d'amputation devient important chez les patients qui ont une ischémie critique, et que l'amputation est un marqueur de mortalité à 1 an qui est extrêmement important. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'un patient qui a une claudication intermittente? Au fond, c'est ce que l'on peut voir assez facilement, à côté des asymptomatiques, mais assez facilement dans l'exercice cardiologique. Alors, on a ici une méta-analyse de 46 études et plus de 4000 patients, qui montre finalement que ce qui permet d'améliorer le plus le pronostic de ces patients au long cours, sur un suivi modéré ou à court terme, pardon, suivi modéré ou au long cours, eh bien, c'est d'avoir un exercice supervisé, une réadaptation, que je suis sûr vous ne proposez pas à vos patients, et nous non plus, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, mais comme vous dirigez un hôpital, si vous pouvez inciter à la création vous avez de la réadaptation cardiaque, il faut essayer de faire de la réadaptation vasculaire. Quand on y associe une revascularisation, c'est là qu'on a le plus de bénéfices. Mais quand on regarde la revascularisation seule, ER, que là qu'on compare à la réadaptation, ben, il n'y a pas de bénéfice. Donc il faut vraiment se poser la question, pourquoi je vais revasculariser mon patient? Pour quel bénéfice attendre? On est là sur le pronostic en termes d'événements cardiovasculaires et pas en termes de confort de vie. Si on regarde maintenant les recommandations, eh bien les recommandations, et c'est une recommandation de grade 2A dans ces recommandations 2017 que l'on avait fait, auquel j'avais participé avec Victor, sur les artériopathies des membres inférieurs, on recommande 2A, donc c'est une recommandation relativement forte, de revasculariser quand
le mode de vie est affecté par la claudication intermittente. Et 2A, là aussi, quand c'est sévèrement affecté et à condition de l'associer à une réadaptation. Le patient qui a une sténose courte que vous découvrirez comme ça à l'écho-Doppler, il n'y a pas lieu de le revasculariser. Si maintenant il y avait dans la salle un chirurgien vasculaire ou un cardiologue interventionnel qui fait du périphérique, il vous dirait « Ah ben non, il faut le revasculariser tout de suite ». La discussion, elle se passe toujours à ce niveau-là. Et la crainte que vous pouvez avoir quand vous faites l'examen, qu'il y a une sténose serrée, et que vous trouvez cette sténose serrée et que vous dites au patient « Ben non, on n'a rien besoin d'y faire », c'est qu'il arrive un mois plus tard en disant que l'artère s'est bouchée. Enfin, et que vous trouviez que l'artère s'est bouchée. Ben même quand l'artère s'est bouchée, c'est des fois une amélioration et pas une dégradation. Parce qu'à ce moment-là, il y a une revascularisation collatérale qui s'est mise en place et qui s'est mise en place de manière importante. Ben, on n'a pas de bénéfice. C'est tout. Pas de bénéfice et des complications possibles. On verra. On parle de patients symptomatiques pour lesquels la marche, et encore une fois c'est dans ces recommandations, une marche soit supervisée, soit une marche individualisée entreprise par le patient, améliore tout autant, la plupart du temps, la claudication interne. Moi j'ai plein de patients qui ont des fémorales superficielles rétrécies ou bouchées, que l'on fait marcher, qu'on revoit 6 semaines ou 3 mois ou 2 mois après, et qui vont tout aussi bien. On leur a évité une intervention qui, en général, nous sommes d'accord, se passe bien, mais qui relativement fréquemment peut être compliquée. Dissection, thrombose de stent, resténose. C'est pas anodin, hein, même si poser un stent, c'est pas grand-chose. Améliorer, bien sûr. Bien sûr. C'est l'objet. Alors, à quel moment on peut dire que la qualité de vie est compromise? C'est le patient qui, par exemple, fait un travail de garçon de café, par exemple, qui marche tout le temps et qui n'y arrive plus, qui est obligé de s'arrêter au bout de 10 mètres. Ça met en jeu son pronostic social, son pronostic psychologique. C'est un exemple. Le patient qui est artéritique, mais qui fait de la course à pied régulièrement, on n'a pas des tonnes quand même, hein. En général, c'est plutôt des fumeurs. Ces patients-là, oui, on va les... Oui, oui. Oui, mais ces patients-là, peuvent s'améliorer. Alors, là, ça compromet son mode de vie. Et là, il faut regarder ce qu'on peut faire. Et puis, il y a autre chose. C'est les patients qui ont des sténoses iliaques. Parce que ce sont des grosses artères, que ce sont des artères qui donnent en général de très bons résultats avec des angioplasties. Tout ça, ça s'adapte un petit peu. La règle, quand même, étant de ne pas se précipiter pour revasculariser les gens. Or, le réflexe oculodilatateur, il faut réellement s'en méfier parce qu'encore une fois, on peut se retrouver avec des complications. Alors, juste rapidement, parce que ça, je dirais que c'est presque plus... C'est les recommandations TASC sténose courte, je vous les résume, sténose courte, quel que soit le territoire, c'est angioplastie. Occlusion longue, c'est chirurgie. Pour les angioplasticiens, il n'y a pratiquement plus de limite aujourd'hui. C'est-à-dire que le traitement initial, a priori,
va être un traitement endovasculaire et non pas la chirurgie. Il reste de la place pour la chirurgie, bien évidemment. Il reste de la place pour la chirurgie sur la bifurcation aortique, sur des occlusions longues iliaques avec des pontages croisés. Il reste de la place sur des pontages fémoro-poplités sus-articulaires. Les sous-articulaires, quand on peut les éviter, il faut les éviter parce que les pontages sous-articulaires, d'abord, impliquent que ce soit un pontage veineux et non pas un pontage prothétique. Et quand on peut éviter, on évite. Mais là, c'est la plupart du temps du sauvetage de membres. Vous avez ici, mais on ne va pas tout détailler, ce qui peut être proposé. Vous voyez, c'est que quand les lésions aorto-iliaques sont courtes, peu complexes, on peut les traiter par angioplastie. Sinon, eh bien, on va les traiter chirurgicalement. Et on va regarder un premier cas. Jusqu'à quelle heure on a, tu m'as dit, Soumaya? 4h25. Ça va. Ça, c'est un cas, en fait, tout à fait récent, vous voyez, puisque c'est un patient qui a 85 ans. Les patients qui ont des artériopathies des membres inférieurs, c'est souvent, je pense que c'est la même chose au Maroc chez nous, des patients âgés. Tabagiques, oui, les plus jeunes, mais souvent âgés. Alors les femmes sont en train de rattraper les hommes. Et puis il y a les diabétiques. Ouais, les diabétiques, les types 2. Ouais. Mais ce sont souvent des ischémies critiques. Alors, on reprend ce patient. Il a tout d'ailleurs. Il a l'âge, il a le diabète, hypertendu, dyspyrémique, il fumait des cigares. Et puis il a arrêté de fumer les cigares de Havane parce qu'il ne trouvait plus sa marque. Et donc, il s'est arrêté de fumer. Syndrome coronarien aigu, vous voyez. Le reste, ouais, ça va. Il a déjà eu une angioplastie iliaque droite en 1996. Et non, il n'a pas de pacemaker. Et il n'a pas fait d'AVC non plus. Et puis, il a une occlusion de la fémorale superficielle gauche qui est connue de longue date. Et puis, au mois de mars, il vient me voir parce que depuis début mars, il a une claudication intermittente du membre inférieur gauche qui est invalidante, 10 à 20 mètres. Il a en plus, il s'est un peu blessé, mais il a une plaie de la malléole interne gauche qu'il n'arrive pas à faire cicatriser. Il y a une infirmière qui vient, ça cicatrise pas. Et puis, il a un index de pression systolique, parce que là, je l'ai mesuré. Hein, on en parlait tout à l'heure. Comment? Inférieur à 0,4. Alors, voilà son écho-doppler. L'aorte, membre inférieur gauche. Oui. Je ne vous ai pas mis la droite. La droite, ce n'était pas le souci. Il avait mal à gauche. Voilà. L'aorte. Je vous ai pris des images brutes. Je n'ai pas fait les images. Je travaillais pour vous montrer que c'est tout chose. Ça, c'est du daily use. Voilà. Ici, l'aorte. Un petit thrombus mural ici. Ici, l'iliaque primitive gauche. En bas, l'iliaque primitive gauche. Et vous pensez quoi? Ben ça, si c'est l'iliaque primitive, là, c'est du calcaire. C'est occlu ou quoi? C'est quoi ce qu'on voit ici? Non. C'est l'aval. Non, c'est l'occlusion. C'est pas l'occlusion, c'est une calcification. Ça, c'est une calcification. L'aliasing, c'est juste en aval de la sténose serrée. Sténose très serrée. Et quand on regarde là, non, c'est le trajet de l'artère.
Il y avait peut-être une petite branche de revasque, mais ça, plus difficile à dire. Et voilà ce que l'on voit quand on est en dessous. Là, on est sur la fémorale commune en petit axe. On est ici sur la fémorale commune en grand axe. On voit toujours tout de suite que c'est monophasique. Elle est battante, mais peu, mais elle est complètement démodulée. Là en bas, là plus bas sur la fémorale superficielle, c'est presque occlus. Rappelez-vous qu'on savait qu'elle était occluse. Et voilà. Et voilà la reprise en aval de la fémorale superficielle. Vous avez ici ces flux extrêmement... Non, c'est pas compensé du tout. Pas compensé du tout. Et ici, on a la poplité, avec ici une artère jumelle, mais enfin tout ça est extrêmement démodulé. Alors qu'il avait déjà l'occlusion de la fémorale superficielle auparavant, et qu'on n'y avait pas touché. On l'avait laissé marcher, et il n'était que très peu gêné. Et c'est là qu'il s'aggrave. Donc, sténose serrée ou occlusion de l'iliaque externe gauche, occlusion de la fémorale superficielle gauche, reprise en aval, et une plaie. Donc, ischémie critique. Ce qui m'amène à vous montrer ce que vous connaissez peut-être ou que vous ne connaissez pas. La plaie, c'est qu'il se blesse. Ouais, et le diabète. Mais il se blesse. Mais il ne cicatrise pas parce que, vous avez vu ce qui passe? Il ne passe rien du tout, quoi. Et donc, on se retrouve ici dans un cas où on peut appliquer cette classification Wi-Fi. Vous connaissez? Vous ne connaissez pas? Eh bien, c'est une manière de classifier les ischémies critiques. W pour la blessure, I pour ischémie et FI pour foot infection, pour infection. Voilà. Tout patient qui a OMI qui se retrouve en ischémie critique. Avec, en fonction des données qu'on ne va pas détailler, une indication ou non à une revascularisation et un bénéfice à attendre de cette revascularisation. C'est ce qui est aujourd'hui appliqué de manière générale dans les ischémies critiques. Et si on prend notre patient, eh bien, il a une petite blessure, donc il a 1 pour ça, et il a une ischémie qui est plus sévère, qui a un grade 3, et on se retrouve ici dans les zones où il y a un bénéfice à la revascularisation. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? C'est l'iliaque externe. Aorto? Ben non, justement. On revient à cette discussion de tout à l'heure. On a un patient qui est âgé, d'accord? 85 ans, diabétique, etc., qui depuis 2009, si je me rappelle bien, date de sa première angioplastie, marche avec une occlusion de la fémorale superficielle gauche sans gêne, et qui, du jour au lendemain, ou presque, exact, non, pourquoi? Non, pourquoi? Mais c'est bien, je suis content qu'on en discute. Non, pourquoi? Parce qu'on va lui mettre... Allez. On a ici notre patient qui a ici une sténose quasi-occlusive de l'iliaque. On va la revasculariser, cette lésion quasi-occlusive,
et on va donc redonner du jus, si on peut dire, on va redonner du jus sur sa fémorale superficielle et sa fémorale profonde, même si... Voilà. Pourquoi, alors qu'on a ici un geste pas compliqué, simple, il est passé en crossover et il a déployé un stent, ça s'est passé de manière parfaite. Il a en même temps constaté que l'autre côté qui avait été stenté, l'iliaque primitive, vous voyez, reste encore nickel. Il met un stent et il repart avec ça. Ce que vous lui proposez d'autre, c'est un pontage fémoropoplité qui sera un pontage prothétique, parce qu'en plus, voilà, et avec un risque d'occlusion majeur, et là, un risque d'amputation qui devient important. Donc, on n'y touche pas. On touche à cet iliaque, parce que ces pontages se bougent souvent. La longueur du pontage chez un diabétique avec un réseau perturbé. Les stents iliaques, c'est un stent nu qui a été... Je ne sais même plus ce qu'il a mis. Non, mais pas sur une iliaque. Pas sur une iliaque. Jamais. Non, jamais. C'est un stent... je ne sais plus ce qu'il a mis. J'ai donc laissé, en déployant un stent nu. Comment? Mais ce n'est pas une bifurcation. Il est sur l'iliaque externe. Oui, mais il a stenté que l'externe. Elle est là. Il a stenté que l'externe. Mais il n'y a pas d'indication à toucher. D'ailleurs, je m'attendais à ce que quelqu'un me pose cette question. Là, le contrôle. Ici, l'iliaque primitive. Ici, l'iliaque externe avec le stent. Ici, le flux dans l'iliaque externe. Et là, ici, ça fait morale superficielle qui est toujours aussi bouché. Il y a un hyperdébit. Oui, mais on n'y a pas touché quand même. Parce que jusqu'à présent, elle ne parle pas. Ah, mais maintenant il marche. Il n'a plus de douleur. Il n'a plus de douleur quand je l'ai revu juste après. Je l'ai vu la semaine dernière. Hein. Et voyez ce que j'avais marqué sur la plaque. Et ensuite, marche. Statine anti-agrégant, marche. Voilà. Un deuxième cas. Là, une dame, 72 ans, coronarienne, c'est une de mes amies en plus. Elle vient voir avec une claudication intermittente typique du membre inférieur gauche, un périmètre de marche qui devient de plus en plus court. Elle connaît plein de médecins, etc., qui lui ont dit, mais ça, c'est une sciatique. C'est une sciatique. Et elle vient me voir, non pas pour ça, mais pour son contrôle coronaire. Voilà. Et puis, IPS, non pas 0,4, 0,7, donc quand même significatif d'une artériopathie des membres inférieurs. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous montrer ça. Enfin, pour ça, je ne suis pas que pour ça. Je voulais que vous regardiez les flux. Elle se plaint d'une claudication intermittente du côté gauche. Et quand vous regardez les flux que j'ai enregistrés à gauche et à droite, vous êtes en droit de dire « il n'y a pas grand-chose ». On a un flux biphasique du côté gauche. Mais quand même, il est amorti. Absolument. C'est un flux qui est anormal. Mais il commence à être démodulé. C'est là qu'il ne faut pas se presser pour dire... Absolument. Absolument, parce que quand on complète, alors là, l'artère rénale,
ici. Ici, une grosse calcification aorto-iliaque. Et là, juste en aval, cône d'ombre. Ben, on ne voit rien. Il n'y a rien derrière. Ah, oui, et puis ça, c'est quoi, ça? Le trait blanc. Oui, c'est la paroi qui est calcifiée. C'est un gros cône d'ombre et il faut s'en méfier, comme tout. Et ça, c'est une sténose hyper serrée. Hyper serrée. Mais ça passe plus bas, avec la bifurcation ici. Iliaque primitive. Iliaque primitive. Et donc, on fait quoi? 72 ou 73, je ne sais plus. Pourquoi rotablator? Parce que c'est calcifié? Non, il n'y a pas forcément d'indication avec rotablator. Pourquoi pas une angioplastie? Mais surtout, pourquoi autre chose? Mais bien sûr. Regardez. La sténose très serrée. Ici, le stent avec une empreinte de la sténose, donc une sténose calcifiée, hein, qu'on a eu du mal à péter, comme on dit. Hein, c'est une angioplastie avec ici un joli résultat. Voilà. Sténose courte, voire relativement longue, de toute façon, de prime abord. Alors quand ça devient compliqué, c'est une discussion entre le cardiologue, le radiologue interventionnel ou le cardiologue interventionnel et le chirurgien. Je dilate, voilà. Ou parfois même juste avec le chirurgien, parce que le chirurgien, il dilate. Et puis ça peut être des gestes hybrides. Hein, on peut être... Il n'y a pas réellement de cut-off. Il n'y a pas réellement de cut-off. On va voir. Oui, voilà. Bien sûr. Bien sûr. Allez, on a le temps pour un dernier? Eh bien, pourquoi je vous ai montré ce cas-là? Parce que dans ce cas-là, il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est biphasique, c'est bien, allez hop. Et ça, c'est vrai ici. Mais alors, c'est tellement vrai ici, le nombre de cas de flux presque normaux qui sont en aval d'une sténose serrée au canal de Hunter, c'est extrêmement important. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure, en vous montrant l'examen complet, sur le fait qu'il faut dérouler l'artère. Ça ne bouffe pas de pain. Oui. Oui. Alors aujourd'hui, on essaie autant que possible de faire des angioplasties de sauvetage. Si on laisse un patient qui a des plaies qui ne cicatrisent pas, avec une infection et qui a des petites artères, si on laisse à ne rien faire, on va l'amputer. Donc aujourd'hui, on a les angioplasticiens savent faire. C'est du sauvetage. Il n'y a pas de résultat garanti, mais il y a des équipes qui travaillent vraiment très bien là-dessus. Et puis, on peut aussi faire des pontages fémorodistaux, voilà. Mais toujours des pontages veineux, parce que les pontages prothétiques, ça ne marche pas là-dessus. Et puis, si vous faites des diabétiques, vous allez voir très souvent des artères très, très, très calcifiées. Alors, des médiacalcos qui commencent très tôt, hein, très tôt. Alors, voilà une dame qui a 61 ans. Elle n'est pas diabétique, elle est tabagique. Elle clopait 20 cigarettes par jour.
En 2018, là, je n'ai pas les images. Elle a des douleurs du membre inférieur droit, une hypothermie. Elle a une thrombose de la fémorale superficielle droite, tiers moyen, tiers inférieur, avec une mauvaise revascularisation. Elle est revascularisée ici par une angioplastie avec mise en place d'un stent et avec un résultat qui est globalement satisfaisant. Elle continue malheureusement à fumer. Elle a, et là on est en 2020, elle a une occlusion de l'artère fémorale superficielle gauche et sa superficielle droite qui avait été dilatée reste bien perméable avec ce fluide. Et puis, on la revoit en septembre 2021 avec une douleur aiguë du membre inférieur droit, avec cette fois-ci une hypothermie. On est donc sur une ischémie aiguë. Et regardez, alors je vous ai mis le diagnostic, j'aurais dû vous laisser plancher. On a ici, vous voyez le stent, d'accord? Ici le stent qui est bouché. On a le départ d'une collatérale, non, c'est sur la fémorale superficielle. C'est une collatérale qui s'est presque tout de suite développée, et ça, on le voit. Et on a une démodulation extrêmement importante en aval. Donc, on a un stent, ça peut se boucher, un stent, sur une fémorale superficielle, chez une patiente qui, par ailleurs, semblait bien prendre son traitement, mais qui continuait à cloper. Et donc, ça, c'est souvent l'occasion des complications. Alors, on a ici l'intervention. Très difficile. Il a eu beaucoup de mal à passer, mais finalement, on a ici un stent qui est reperméabilisé. Voilà. Et avec un résultat qui est, ma foi, globalement satisfaisant. Il a débouché et il a mis un stent in-stent. Il a remis un stent à l'intérieur. Regardez ici. Stent, in-stent. On voit les deux. Avec des flux qui sont globalement satisfaisants, même à la sortie. Alors, ce qui est important, quand on a un stent, c'est bien sûr de prendre le flux au niveau du stent, mais à l'entrée et toujours à la sortie du stent. Voilà, on y vient, c'est là. Alors, l'érosténose, c'est essentiellement une prolifération myo-intimale. La même chose que sur les carotides quand vous avez une érosténose. En général, au-delà d'un an, les thromboses sont plutôt rares. Donc notre dame, c'était quand même plutôt rare, mais lié au tabagisme. Les taux de réintervention à 5 ans pour les stents iliaques, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sont finalement assez peu élevés. 2,5% pour les sténoses, 12,5% pour les occlusions. Les taux de revascularisation, c'est les taux de resténose pour les lésions fémoropoplitées avec des stents actifs. Il y a 85% de bons résultats et des résultats qui sont bien plus mauvais lorsqu'on est sur below to the knee aux lésions distales. Ceci est intéressant pour les stents poplités, c'est que quand on met un stent poplité, je vais vous en montrer, on a l'impression que c'est à l'interligne articulaire que va se créer le point de rupture ou de plicature. Eh bien non, c'est au-dessus, ici, au canal de Hunter, parce qu'il y a ce point d'accroche et c'est là que l'artère va plier. Regardez ici, ça c'est une fracture de stent. Alors heureusement, on n'en voit pas très souvent. C'est assez rare, mais ça existe. Et avec les stents récents, de moins en moins, pratiquement pas. Ce
qu'on disait, les critères de vitesse pour les lésions in-stent ne sont pas les mêmes que pour les artères. En général, c'est plus rapide, les vitesses sont plus élevées à l'intérieur des stents et on considère une sténose modérée pour des vitesses entre 200 et 300, 200 cm/s et un rapport de vitesse qui est toujours important, inférieur à 2. Voilà, alors voilà ici un exemple de resténose diffuse intrastent. Vous voyez, on est à l'intérieur d'un stent avec vraiment une sténose longue, des vitesses élevées. Là, on est à près de 5 mètres par seconde. Voilà, ici, encore une lésion longue. Et là, il n'y a pas de cut-off sur lésions longues et courtes. C'est des lésions longues, intrastent, ça. D'accord? Avec ce stent qui est un petit peu irrégulier. Là, une autre lésion, une calcification. Le stent dont on voit le grillage, c'était un palmase, ça, on n'en met pratiquement plus là. Et avec la calcification derrière, mais ici, le Doppler qui permet de tirer. Donc, il faut toujours associer le Doppler et la couleur. Et voilà, et on s'arrêtera là-dessus. On parlait de stent poplité. Là, en fait, 2 stents poplités qui sont venus traiter un anévrisme poplité. Et on a ici, là, le stent avec ici une disjonction entre les deux. Et regardez, l'interligne articulaire est là et l'applicature, elle est au-dessus. C'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. C'est bon ?